Que sont réellement devenus les enfants de Jean-Paul Belmondo, cette légende du cinéma français dont la vie privée a toujours intrigué le public? Derrière les rôles cultes, les cascades iconiques et le sourire inoubliable se cache une histoire familiale complexe, marquée par des succès éclatants, des drames silencieux et un héritage qui continue de faire parler. Aujourd'hui, nous plongeons dans la face cachée de cette dynastie Belmondo, leur parcours, leurs choix, leurs blessures, et surtout ce que l'héritage du magnifique a changé pour eux. Préparez-vous, la vérité surprend plus qu'on ne l'imagine. En 1966, Ernesto Che Guevara disparaît littéralement de la surface du monde. Officiellement, il n'est nulle part. En réalité, il se prépare pour l'une des opérations les plus secrètes et audacieuses de sa vie révolutionnaire, son infiltration en Bolivie. Pour franchir les frontières sans attirer la moindre attention, Che adopte une identité entièrement nouvelle, celle d'un fonctionnaire uruguayen nommé Alfredo Mena González. Cette fausse identité n'est pas qu'un simple nom sur un passeport, c'est une transformation totale. Il rase sa barbe iconique, coupe ses cheveux, change sa posture, son style vestimentaire et même ses habitudes gestuelles. Le Che que tout le monde connaît n'existe plus. Un homme méconnaissable prend sa place. Ce camouflage radical lui permet de voyager discrètement, d'éviter les services de renseignement et de rejoindre clandestinement La Paz, puis les régions rurales où il devra installer son nouveau foyer révolutionnaire. Son objectif est clair et déterminé. Ouvrir un nouveau front de guérilla au cœur de l'Amérique du Sud. Créer une onde révolutionnaire capable d'embraser tout le continent. Pour Che, la Bolivie n'est qu'un point de départ stratégique, un terrain à partir duquel il espère relancer la lutte anti-impérialiste après son retrait surprenant du Congo. Mais cette mission, pensée comme le début d'un nouveau cycle victorieux, deviendra l'une des plus risquées et controversées de sa vie. Dès son arrivée, les premiers obstacles vont émerger, annonçant les difficultés d'une aventure dont l'issue sera tragiquement connue. Le choix de la Bolivie par Che Guevara peut sembler surprenant, mais dans l'esprit du révolutionnaire, ce pays représentait un terreau idéal pour faire renaître la lutte armée en Amérique du Sud. La Bolivie est alors l'un des pays les plus pauvres du continent, frappé par les inégalités, la marginalisation de ses populations indigènes et une économie rurale à bout de souffle. Pour Che, un tel contexte rendait la société hautement inflammable, prête à accueillir une insurrection si quelqu'un parvenait à en allumer l'étincelle. Sa vision était claire. Si la guérilla triomphait en Bolivie, la vague révolutionnaire pourrait ensuite se diffuser à travers toute l'Amérique latine, créant un effet domino similaire à la victoire cubaine. Pourtant, ce choix contient une contradiction profonde avec la stratégie théorique que Che lui-même avait élaborée. Dans ses écrits sur la guerre de guérilla, il affirmait qu'un mouvement armé ne peut prendre racine durablement que dans un pays privé de mécanismes démocratiques, un pays où les institutions sont totalement discréditées ou inexistantes. Or, la Bolivie de 1966 possède encore un système électoral, certes fragile, mais réel. Les populations disposent donc, au moins en théorie, d'une voie pacifique de changement. Ce détail, que Che sous-estime, va jouer un rôle majeur, car selon ses propres principes, la présence d'élections rend beaucoup plus difficile l'acceptation populaire d'une lutte armée. Mais porté par son idéal internationaliste, persuadé de pouvoir rallumer l'espoir révolutionnaire du continent, Che décide malgré tout de transformer la Bolivie en nouveau foyer de combat. Dès son arrivée en Bolivie, Che Guevara découvre la première fissure de son grand projet. Il n'a pas les 150 combattants promis, mais seulement une cinquantaine d'hommes fatigués, mal équipés, dont plusieurs novices incapables de suivre son rythme. La guérilla commence déjà en déficit de force, de ressources et de temps. Mais le pire n'est pas le manque d'effectifs, c'est la politique. Car le Parti communiste bolivien, que Che croyait allié naturel, refuse finalement de soutenir l'entreprise. Ses dirigeants prudents préfèrent attendre une révolution politiquement mûre plutôt que de suivre un Che imprévisible, venu d'ailleurs, sans logistique, sans réseau politique et sans soutien local. La guérilla naît orpheline. À cette solitude bolivienne s'ajoute une autre trahison, plus silencieuse, celle de Moscou. Depuis son discours à Alger, où il accusa ouvertement l'URSS d'impérialisme déguisé, Che est considéré comme un élément trop radical, trop pur pour la réelle politique soviétique. Le Kremlin ferme alors toutes les portes, pas d'armes, pas de financement, pas de diplomatie. Pour une révolution continentale, c'est un arrêt de mort. Et puis il y a Cuba. Fidel Castro, autrefois frère d'armes, exige que Che renonce à toutes ses fonctions pour ne pas compromettre l'île. En quelques heures, Guevara passe du statut de héros national à celui d'exilé politique. Sans pays, sans parti, sans superpuissance derrière lui, il entre en Bolivie comme un révolutionnaire déjà seul au monde.
Lorsque Che Guevara atteint enfin la zone de Nyankawazu, il croit avoir trouvé le cœur de son futur foyer insurrectionnel. Mais ce bout de forêt sèche du sud-est bolivien n'est qu'un piège naturel. Le site a été choisi à la hâte par ces hommes à peine 2 semaines avant son arrivée, sans aucune reconnaissance sérieuse du terrain. Pour un maître de la guérilla, c'est une faute impardonnable. La région manque cruellement d'eau, la végétation est basse, clairsemée, presque incapable de cacher quiconque. Le sol est pauvre, l'agriculture inexistante, la faune rare. Impossible d'y chasser, impossible d'y cultiver, presque impossible d'y survivre. Pire encore, la zone est proche de gisements pétroliers surveillés, ce qui augmente les risques de détection. Chaque feu, chaque trace, chaque bruit peut être repéré à des kilomètres. Je tente pourtant d'y bâtir une base. Construction de caches souterraines, réserve de nourriture, point d'observation. Mais les lieux ne répondent à aucune règle classique de la guérilla rurale. Pas de refuge naturel, pas de voie de repli, pas de territoire ami, tout indique que la zone est un cercueil géographique. Isolée politiquement, Guevara l'est désormais aussi physiquement. La guérilla n'a pas encore tiré un coup de feu qu'elle se retrouve déjà vulnérable, exposée, presque encerclée par la topographie elle-même. Nyankawazu n'est pas un camp. C'est une condamnation anticipée. Et le Che, pourtant expert des montagnes cubaines, s'y enferme comme un stratège aveuglé par son propre mythe. Pour Che Guevara, la paysannerie devait être la clé de toute révolution rurale. En Bolivie, il s'attendait à retrouver le même élan que dans la Sierra Maestra. Des familles pauvres, prêtes à cacher, nourrir et rejoindre la guérilla. Mais, dès les premiers contacts, il comprend que la réalité bolivienne est tout autre. Les paysans de la région vivent dans une peur permanente. Peur de l'armée, peur des propriétaires terriens, peur de toute agitation politique. Lorsque les guérilleros apparaissent dans leur hameau, poussiéreux, affamés, inconnus, la réaction n'est pas l'enthousiasme, mais la méfiance. Les rumeurs courent plus vite que les hommes. Les Cubains maltraitent les femmes. Ils pillent les villages. Ils veulent provoquer la guerre. La propagande du gouvernement fait le reste. Dans l'imaginaire rural, les guérilleros deviennent des démons venus de l'étranger. Je tente le dialogue. Il explique ses idées, parle d'égalité, de justice sociale, mais dans les yeux des paysans, il ne voit que l'incompréhension. Comment croire à la révolution quand on peut à peine survivre jusqu'au lendemain? Comment rejoindre un combat dont on ne comprend ni les enjeux, ni la langue, ni les visages? Personne ne se joint au mouvement, pas un seul volontaire. La guérilla perd alors ce que Che considérait comme sa ressource la plus sacrée, la base sociale, le soutien naturel, le peuple lui-même. Sans ravitaillement, sans abri, sans informateurs locaux, les combattants doivent errer de vallée en vallée, toujours affamés, toujours visibles. La Bolivie ne se soulève pas, elle se ferme. Et Che, l'homme qui voulait rallumer la révolution du continent, avance désormais dans un pays où personne ne le veut, où personne ne le protège, où chaque pas peut le dénoncer. La guérilla de Che Guevara n'avait pas encore affronté un véritable ennemi que l'effondrement venait déjà de l'intérieur. 2 combattants boliviens, Pastor et Rocabado, quittent le camp en silence, profitant d'un moment de confusion. Leur fuite semble au départ un incident mineur. En réalité, c'est le début de la fin. Ces 2 hommes connaissent tout. Les sentiers empruntés, le nombre de combattants, la présence de Cubains, et même l'existence de caches de ravitaillement. Lorsque l'armée bolivienne les interroge, ils parlent, non pas par idéologie, mais par peur et par appât du gain. Une récompense financière leur est promise s'ils livrent les positions du groupe. En quelques heures, la guérilla cesse d'être invisible. L'État bolivien obtient ce que des mois de renseignements n'avaient pas réussi à fournir. Les autorités n'ignorent plus rien, ni la zone d'opération, ni la composition du groupe, ni surtout la présence d'étrangers. Même si l'identité réelle du Che n'est pas encore confirmée, le gouvernement comprend qu'il fait face à une force organisée, soutenue depuis l'extérieur. Le pays entier passe en état d'alerte rouge. Pour Guevara, cette trahison a une conséquence militaire immédiate. Il devient un fugitif traqué. Les patrouilles se multiplient, les embuscades se resserrent, chaque déplacement devient un risque mortel. La guérilla perd l'initiative et doit fuir en permanence. Mais la conséquence la plus lourde est psychologique. Le Che découvre que même au sein de son petit groupe, la loyauté n'est pas acquise. Son rêve continental repose désormais sur des hommes effrayés, affamés, divisés et désormais identifiés. Dans la jungle bolivienne, la révolution vient de recevoir son premier coup mortel. Le 23 mars 1967, la guérilla connaît enfin son baptême du feu.
À l'aube, une compagnie entière de soldats boliviens gravit lentement les collines où se trouve le groupe Duchet. Ils ne savent pas exactement qui ils poursuivent, mais ils avancent avec la certitude de surprendre une bande d'étrangers perdus. Ils ignorent que 8 guérilleros seulement les observent depuis les hauteurs. Quand la fusillade éclate, c'est le chaos. Les soldats, mal entraînés et mal coordonnés, paniquent. En quelques minutes, la petite unité de Tché réussit l'improbable. Semer la confusion, capturer plusieurs officiers et récupérer des armes. C'est une victoire éclatante, brève, presque miraculeuse. Pour un instant, la Sierra bolivienne retrouve le parfum des triomphes cubains de 1958. Au terme de cette odyssée tragique, une vérité s'impose. Guevara n'est pas mort par manque de courage ou d'idéal, mais parce qu'il était totalement seul. Pas de parti pour le soutenir, pas de pays pour le réclamer, pas de peuple pour le protéger. Dans les montagnes de Bolivie, il avance sans renfort, sans réseau, sans refuge. Une révolution sans base sociale, sans appui diplomatique, sans stratégie adaptée, ne pouvait qu'aboutir à l'impasse. Et pourtant l'histoire regorge d'ironie. Ceux qui voulaient l'humilier en exposant son cadavre ont, sans le vouloir, forgé son immortalité. Son corps abîmé, exhibé dans une petite buanderie de Valgrande, a réveillé une iconographie presque religieuse. Aux yeux du monde, la figure du guérillero s'est transformée. D'un homme traqué et vaincu, il est devenu un symbole universel de résistance. Ainsi s'achève le dernier chapitre de sa vie, mais pas celui de son héritage. Une question demeure, suspendue dans l'histoire latino-américaine. Si Che Guevara avait reçu le soutien qu'il espérait, si la Bolivie avait été prête, si Cuba ou Moscou avaient parié sur lui, le destin du continent aurait-il été différent ?